Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc nous nous retrouvons 2 ans après, n'est-ce pas, Thomas Gesson, directeur de Boken Consulting, qui était intervenu à l'époque, euh, et déjà en partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat. J'en profite pour saluer Céline Garcin, qui est parmi nous et avec qui on avait organisé cette conférence il y a 2 ans, et également partenaire cette fois-ci. Donc l'idée est de faire un retour d'expérience en particulier sur la RGPD, Règlement général de la protection des données, retour d'expérience des entreprises et au travers également de l'expérience de terrain de Pexis, représenté par son directeur Laurence Gros. Donc ça sera une intervention à 2 voix. Voilà, on part pour 40 minutes d'intervention et puis 15 minutes de questions que vous pourrez poser sur le chat tout au long de l'intervention, ou alors prendre la parole à la fin pour une petite discussion. Donc on parlera évidemment de RGPD, mais également de transition digitale, de cybersécurité. Donc on est vraiment sur des sujets d'opportunités de création de valeur, et pas seulement de contraintes réglementaires. Voilà, je vous donne la parole à tous les deux. Une bonne conférence. Merci Jean-Marc. Eh bien, ravi d'être avec vous, Thomas Gesson. Donc peut-être qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient là la dernière fois quand on s'était vu il y a 2 ans. C'était dans un autre monde parce que c'était en physique. Je crois même qu'on avait partagé un verre à la fin. Donc c'était vraiment il y a 1000 ans. Donc c'est intéressant de pouvoir faire ce petit retour 2 ans après sur comment se positionne aujourd'hui le RGPD par rapport à ce qu'on imaginait il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc moi j'interviens auprès d'entreprises que des PME et des ETI dans la région, mais dans toute la France, pour faire de la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire que j'aide les entreprises à gérer d'un côté les opportunités qui sont offertes par la transition digitale et l'utilisation des data, et de l'autre côté à gérer les risques qui sont liés à ça, qui sont autour de la conformité, donc le RGPD, et les cybersécurités, plus d'autres risques qui peuvent arriver à côté. Donc, dans ce cadre, je vais essayer de vous faire mon petit retour d'expérience qui n'a pas vocation à être une parole d'évangile. Je vous le fais par rapport à mes clients, par rapport à ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Moi, je fais ça depuis de la gouvernance de la donnée depuis une vingtaine d'années, et je fais ça en tant que je l'ai fait pour l'État et en tant que consultant depuis 7 ans. Donc, j'ai des clients assez divers, beaucoup dans le domaine industriel. Et de la liste des personnes qui sont là aujourd'hui, je pense que ça devrait parler à certains, mais pas que. Donc, je vais vous donner quelques éléments sur la façon dont moi je vois le RGPD, comment je l'ai mis en œuvre 2 ans après. Et puis, pour essayer d'être le plus concret possible en une vingtaine de minutes, je vais vous donner 3 cas, vous décrire 3 cas rapidement de clients, sans donner leur nom bien sûr, mais en vous les décrivant, pour que ça puisse vous donner des idées et voir si ça correspond à ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant ou après, comme vous le souhaitez. Ça ne pose pas de questions, on en avait discuté avec Laurent. Donc, sur le premier slide, je voulais insister sur un point, c'est-à-dire que quand on en avait discuté il y a 2-3 ans, il y avait André Monteau, que vous connaissez peut-être, qui est le patron de TESAM et qui est quelqu'un qui, dans la région, est toujours très présent, a toujours de très bonnes idées, nous avait mis en ordre, nous avait dit de faire attention sur la conformité, en disant bien que la conformité était un outil et pas du tout une fin en soi. J'étais 100% d'accord avec lui. Et en fait, aujourd'hui, il faut essayer de voir le RGPD et cette mise en conformité autour des data comme vraiment un outil au service du business et pas du tout, et pas que, en tout cas, comme une contrainte. Ça serait trop limitatif. Moi, ça a été en tout cas mon positionnement ces dernières années d'en faire un outil de business. Et l'élément fondamental qu'il y a aujourd'hui, avec un petit peu de recul sur l'utilisation du RGPD, c'est pas le règlement en tant que tel, c'est vraiment le fait que c'est un outil qui permet d'attirer l'attention des dirigeants sur la transition digitale de leur entreprise. En fait, c'est un prétexte. Et moi, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que le RGPD est arrivé au niveau des dirigeants des entreprises qui se sont dit que c'était un vrai sujet, souvent un sujet qui était vu comme quelque chose de négatif, mais qu'il fallait traiter. Et donc, il y a eu l'opportunité d'aller discuter avec les dirigeants sur cette question-là. Et donc, moi, aujourd'hui, j'interviens de plusieurs façons différentes avec ce prétexte RGPD, en fait.
Le premier qui est important, c'est celui de pouvoir sensibiliser les équipes de direction. Parce qu'on se rend compte que les dirigeants ont une vision qui est un petit peu diffuse et un petit peu confuse sur la transition digitale d'une manière générale et leur data en particulier. Ils voient bien que c'est un sujet, ils en entendent parler tout le temps, ils ont des lectures en permanence là-dessus, mais quand on descend dans le détail, on se rend compte que le sujet n'est pas toujours bien compris et pas toujours bien mis en perspective, en fait, avec les avantages économiques qu'il y a derrière et les changements, en fait, de modèles économiques qui sont derrière. Donc, cette sensibilisation, elle est hyper importante parce que autant il y a des sujets qui peuvent venir de la base et être gérés par la base dans l'entreprise, autant toutes les questions qui sont liées à la transition digitale pour montrer que la data est une richesse dans l'entreprise et qu'elle peut être vraiment utilisée, développée et que demain, ça va être un actif majeur de l'entreprise. Ça, il faut que le chef d'entreprise et que les dirigeants adhèrent à cette idée et puissent l'incarner. Donc, le niveau de la sensibilisation, il est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand la problématique du RGPD arrive et qu'on commence à en parler, c'est souvent intéressant, au bout de quelques semaines ou quelques mois, de faire un petit break et de faire une demi-journée, une journée avec les dirigeants pour rentrer dans le détail de la transition digitale, comme un élément culturel, comme un élément historique, mais pour essayer de prendre un peu plus de fond sur ces questions-là et de pouvoir incarner, je le redis, cette transition. Voilà. Donc, le RGPD permet de parler de data dans ce milieu-là. La deuxième chose, c'est que rentrer dans une problématique RGPD permet de faire un état des lieux digital de l'entreprise. Donc, il n'est pas question de rentrer pour appliquer, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fais, je crois que personne ne le fait comme ça, d'appliquer les 99 articles du RGPD de manière brute. La première chose, c'est qu'il faut comprendre les flux de données de l'entreprise. Donc, la première étape, c'est de faire un point complet sur les flux de data qui circulent dans l'entreprise. Dans l'entreprise, en dehors, entre les collaborateurs, avec les différents systèmes. Est-ce que vous avez un ERP? Est-ce que vous avez une CRM? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sous-traitant d'un grand groupe? Donc, faire l'évaluation de ce flux de données est hyper intéressant et c'est la base de toute façon d'une action sur le RGPD. Moi, ma façon de procéder, parce que ça coûte pas plus cher et c'est beaucoup plus intéressant pour les dirigeants, c'est de travailler à la fois sur les données personnelles, donc le RGPD vise ces données-là, mais d'en profiter pour travailler aussi sur les données objets et les données machines, voire les données animales dans certains cas, sur certains clients dans l'agroalimentaire. Donc, cette cartographie des flux, elle est permise par le RGPD et elle va apprendre plein de choses sur l'entreprise, sur ces datas et la façon dont ces datas irriguent l'entreprise et ce qu'on peut en faire. Donc, voir comment on les utilise, si on en a beaucoup, si on ne les utilise pas, s'il en manque. Ça commence par cette gestion des flux. Derrière, il y a une vraie obligation de comprendre les métiers, donc de descendre au niveau métier, parce que de toute façon, il y a l'obligation de faire un registre de traitement. Ce registre de traitement qui est un peu la colonne vertébrale du RGPD, ça ne peut fonctionner que quand on a compris les flux et les métiers des différentes personnes et différentes activités. Donc là aussi, ça oblige à remettre en perspective la data vis-à-vis des métiers pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis, troisième élément sur cet état des lieux digital, c'est une compréhension de tout l'écosystème de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va parler de l'entreprise en elle-même, le cœur qui nous intéresse, mais aussi tout ce qu'il va y avoir autour. Ses clients d'un côté, ses fournisseurs, son client final. On se rend souvent compte, par exemple, que moi, je travaille beaucoup avec des entreprises qui font du B2B, mais souvent, il y a un customer, il y a du B2B2C, in fine. Et donc, c'est intéressant de regarder toutes les étapes, de voir comment ça se passe. On est là aussi obligé de le faire en matière de RGPD parce qu'on doit voir si les tiers qui travaillent avec la data de l'entreprise sont conformes. Mais plus qu'une obligation, c'est une opportunité pour essayer de faire ce mapping global sur la data dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait cette sensibilisation et cet état des lieux, le RGPD permet de faire une création d'une stratégie de gouvernance des données. Alors moi, c'est ma spécialité, mais plutôt que rentrer juste dans la conformité, en se disant, bah voilà, je vais voir où je suis conforme, pas conforme, et je vais essayer de mettre tout ça en place, qui peut coûter assez cher, être assez long et être assez démotivant si on ne voit pas l'impact qu'il y a derrière. Donc l'idée de travailler sur la gouvernance de la donnée, c'est de regarder d'un côté les risques qui existent. Donc il y a des risques qui vont être des risques légaux autour de la conformité. Il y a des risques qui vont être des risques d'image vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos fournisseurs. Il va y avoir d'autres risques qui vont être un peu plus spécifiques en matière de cybersécurité, mais Laurent vous en parlera tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, vous avez des opportunités. Et donc pour moi, il n'est pas question de rentrer dans de la RGPD, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, sans mettre en face ces risques et ces opportunités. Et cette création de valeur, c'est le fait que la data, aujourd'hui, est un élément majeur pour avancer
et pour créer une nouvelle valeur dans l'entreprise parce que c'est un asset immatériel, c'est une richesse immatérielle. Alors aujourd'hui, elle n'est pas au bilan des entreprises, mais demain, elle le sera sûrement. Et en tout cas, il faut en avoir la vision pour, une fois qu'on a compris que c'était une vraie valeur, de réaliser comment on peut faire croître cette valeur, comment on peut la garder dans une situation où on va s'occuper d'elle pour qu'elle soit en sécurité, comment on va la faire fructifier et comment on va la monétiser. Donc, c'est vraiment les deux. Et la gouvernance de la donnée, c'est un pilotage de cet équilibre entre les opportunités et les risques. Et puis après, c'est la mise en œuvre avec un plan d'action. Donc, comme vous le voyez, quand on parle de RGPD, ce n'est pas simplement les 99 articles de la loi, c'est plutôt essayer de comprendre comment la data vit dans l'entreprise, comment on peut réussir à la faire avancer, comment on peut mieux l'utiliser. Et là-dessus, pas regarder que les données personnelles qui sont liées au RGPD, mais regarder toutes les données qui circulent. Parce que l'asset de demain, il est au niveau de toutes ces données. Voilà. Je vais vous proposer donc maintenant 3 exemples. Laurent, si tu peux me mettre le slide suivant, s'il te plaît. Donc, le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est une ETI, une belle ETI européenne qui est présente un petit peu partout en Europe, qui travaille dans le domaine de l'efficience énergétique dans les appartements. Cette structure, elle a à peu près 6 millions d'objets connectés en fait qui sont dans les appartements pour mesurer la température, l'hydrométrie, la fumée, des choses comme ça. Donc on est sur beaucoup de capteurs, beaucoup de données, mais qui n'étaient pas vraiment utilisées. Cette entreprise, quand elle m'a appelé la première fois en 2018, c'était pour mettre en place sa conformité RGPD à la demande de son siège qui est en Allemagne, parce que le siège allemand est très tendu sur les questions, pour des raisons historiques que vous imaginez bien, sur le fait d'utiliser des données personnelles et de sortir en fait de la loi et de devoir se mettre en porte-à-faux. La CNIL allemande est beaucoup plus tendue sur ces questions-là, donc à l'origine, on est parti sur faire un état des lieux de la filiale française et voir quel était son plan d'action et avancer. Et en fait, très rapidement, en faisant cette vision des flux de données qui existaient, après avoir sensibilisé la direction générale sur les opportunités qu'il y avait, qui n'étaient pas forcément bien vues, on a mis en place un plan d'action RGPD et on a eu raison parce que la société a eu un contrôle CNIL ces 3 derniers mois qui s'est bien passé. Donc ça a bien fonctionné. Mais surtout, on a mis une stratégie sur l'utilisation des données en place, c'est-à-dire quelles données l'entreprise possédait aujourd'hui, la façon dont elle pouvait les utiliser et les valoriser. On a mis en place, par exemple, sur des données qui étaient récupérées dans le domaine de la plomberie à très grande échelle et de l'eau, de la consommation d'eau et d'un système qui permettait de détecter les fuites à grande échelle. On a réussi à valoriser cette donnée en la revendant en fait à des assureurs. Et en ce moment, on a la mise en place d'un projet qui est avec des assureurs, qui est très opérationnel, où les assureurs achètent une notation des appartements en fonction de ces données. Alors là, c'est intéressant parce que quand on travaille sur un appartement, la consommation d'eau, c'est une donnée personnelle. Mais par contre, quand on travaille au niveau d'un immeuble, la consommation d'eau n'est plus une donnée personnelle et donc elle est beaucoup plus facile à être utilisée. Donc, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, contractualisé, où on doit aller chercher des consentements, mais dans une stratégie globale pour valoriser cette data. Et là, on est dans une phase où on est en train d'intégrer la société et ses data, qui sont très nombreuses, à une bourse d'échange, voilà une plateforme d'échange française qui est très intéressante. Et via cette plateforme, avec ces données sur les immeubles, on est en train de trouver d'autres acteurs comme les assureurs qui sont prêts à acheter ces données et à les valoriser. Donc, on est parti d'une problématique de RGPD qu'on a mis en place, qu'on a géré. Le passage de la CNIL le montre bien. Et de l'autre côté, on en a profité pour regarder toutes les données de l'entreprise, les données personnelles, des données objets, là, et la façon dont on pouvait les valoriser. Donc, en fait, le RGPD, ça a été le prétexte pour poser cette question-là. Et moi, si j'ai une vision à faire passer sur ce qui s'est passé ces 3 dernières années là-dessus, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est parti d'une problématique de conformité et on n'est pas rentré dans une problématique de business. Et aujourd'hui, la RGPD court toujours, mais mon activité dans cette entreprise, c'est avancer sur le fait dans la transition digitale de l'entreprise et valoriser ces données. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'une grosse ETI qui possède beaucoup de données. L'exemple suivant, Laurent, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est une PME française beaucoup plus petite, une PME familiale qui fait quelques dizaines, une très belle société, hein, très belle, qui fait des quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires et qui fabrique des actionneurs de vannes et qui est présente à l'international et qui n'avait aucun positionnement digital quand on a commencé à travailler ensemble, mais qui avait la volonté sur ces vannes d'intégrer un outil de digitalisation qui permettait de sortir des datas sur la façon dont les vannes étaient actionnées pour que ce soit un élément de preuve.
mais comme cette donnée était en lien avec la personne qui actionnait la vanne, c'est-à-dire l'opérateur, elle craignait qu'il y ait des problématiques en matière de RGPD. Donc moi, j'ai commencé à travailler avec eux sur cet impératif RGPD, sur qu'est-ce qu'on devait par rapport à cette donnée quand il y avait une personne qui était désignée, qui actionnait une vanne et qu'on avait la possibilité de dire si elle avait bien fait, mal fait, à quel moment elle l'avait fait. Et donc, on a commencé à évaluer les enjeux qui étaient contractuels et légaux autour de cet actionnaire de vague. Puis, progressivement, on a mis en conformité cette collecte des données et on l'a étendue à des données qui étaient des données personnelles, à des données qui étaient techniques. Et puis, on s'est servi du RGPD qui donnait un cadre qui était assez contraint pour le réutiliser dans un domaine où il n'était pas impératif, c'est-à-dire sur des données qui étaient des données machines, qui étaient en lien avec des réseaux d'eau ou de pétrochimie. Et comme c'est des réseaux qui sont avec des données qui sont très sensibles, on s'est inspiré des impératifs du RGPD pour les mettre en place pour des données machines, en particulier en matière de sécurité, en matière d'anonymisation des données, pour d'autres raisons que le RGPD, mais on s'est inspiré du RGPD pour essayer derrière d'avancer sur des questions spécifiques et dans un domaine où il n'y a pas de réglementation. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que les données personnelles sont très réglementées, mais toutes les autres données, machines, comme je vous le disais tout à l'heure, objets, agricoles, sont des données qui ne sont pas réglementées. Donc, c'est pas parce qu'elles ne sont pas réglementées qu'il ne faut pas essayer de continuer la réflexion qu'on a du RGPD pour respecter ces données, qui sont des données intimes. Et c'est pas parce que c'est des données qui ne sont pas personnelles qu'elles ne sont pas intimes. On peut avoir de la consommation électrique d'une chaîne de production. C'est une donnée très intime pour une entreprise. Donc, cette vision du RGPD, elle nous a permis d'avancer, de valider au niveau contractuel et au niveau conformité les données qui étaient récupérées. Et puis là aussi, on est allé, j'ai accompagné l'entreprise pour faire évoluer son produit et pour d'une société qui ne faisait que des actions physiques avec ses vannes, d'intégrer du digital dedans et de gérer ce flux de données et de le valoriser. Là aussi, de la transition digitale autour d'une activité qui était une activité à l'origine qui était très technique, qui était la fabrication de ces objets. Et troisième exemple que je voulais vous donner, dans le même état d'esprit, c'est sur une coopérative agricole française et sa filiale agroalimentaire. Donc là, c'est une structure qui est très grosse parce que d'un côté, ils ont 5000 exploitants agricoles qui leur permettent de récupérer de la production agricole, mais aussi de récupérer des données. Parce que la production agricole génère énormément de données sur la façon dont un champ pousse, sur les engrais qu'on met dedans, sur la fumure qu'on peut, la productivité qu'il peut y avoir, ainsi de suite. Donc, il y a énormément de données dans le domaine agricole et idem dans la filière agroalimentaire. Donc, j'ai commencé à intervenir là aussi pour un audit de la filiale en agroalimentaire aux demandes de la société mère, parce que la société mère était responsable de ce que faisait sa filiale. Et puis, de cette évaluation qui était purement RGPD, il se trouve qu'on a intégré un volet cybersécurité parce que l'entreprise s'est fait attaquer, a eu un phishing qui a amené une intrusion dans son système informatique, puis une attaque derrière, mais ça, Laurent vous en parlera tout à l'heure. Et puis, on est parti là aussi à sensibiliser les dirigeants, non pas de la filiale agroalimentaire, mais de la société mère, pour voir comment les données agricoles étaient un or vert pour eux pour demain, comment on pouvait le valoriser, et on a mis en place progressivement en fait un groupe de travail en interne pour appliquer là aussi. On est parti du RGPD parce que 5000 salariés, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de RGPD à faire, ne serait-ce qu'en interne, parce que une grosse partie de l'activité RGPD, elle est sur les salariés et les données des salariés. Comme ils faisaient que du B2B, il y avait peu de clients qui étaient en lien avec ces activités. Mais par contre, au niveau de la coopérative agricole, on a dépassé le RGPD pour mettre en place une charte qui s'appelle Data Agri, qui est une sorte de RGPD consensuel qui est fait entre ceux qui veulent, entre les exploitants et les coopératives agricoles ou le monde agricole, les fabricants de tracteurs par exemple, qui collectent énormément de données, comme John Deere, des structures comme celle-là ou des Monsanto. Et en fait, Data Agri a vocation à encadrer la collecte de données avec les mêmes idées de consentement, d'information, de juste contrepartie, de sécurité. Et donc, on a mis en place cette charte Data Agri au sein de cette entreprise. Donc, on est parti du RGPD, on a dépassé la donnée personnelle et on est allé sur une donnée qui était une donnée agricole. Et en ce moment, on est en train de lancer un gros projet de consolidation de toutes les données de la coopérative, toutes les données agricoles. Dedans, il y a des données personnelles et il y a des données qui ne sont que agricoles, pour pouvoir les valoriser par l'intermédiaire d'une revente avec des structures qui sont des structures agroalimentaires en fait, qui rachètent ces données et qui les structurent au niveau mondial pour avoir une vision de la production mondiale
et des évolutions des productions mondiales pour avoir un coup d'avance sur ces questions-là. Donc là aussi, on est parti du RGPD, d'une problématique de conformité, et on l'a ouvert à toutes les datas. Et après, on a cherché sur comment est-ce qu'on pouvait générer de l'argent, comment on pouvait générer de l'activité avec ces données. Donc, on est vraiment dans de la transition digitale. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai dû faire mes 20 minutes. Voilà. Pour moi, 2 ans après, on est parti de la conformité et c'est devenu un prétexte pour parler data. Et en parlant data, on a parlé transition digitale et on a mis en place dans plein d'entreprises cette vision et cette capacité à faire de la data une nouvelle façon de créer de la richesse dans votre entreprise. Et c'est valable dans quasiment toutes les entreprises. Faut-il se prendre au jeu et réfléchir sur cette question-là? Voilà, je vous répondrai à toutes vos questions maintenant ou après, mais comme vous le souhaitez. Et je passe la parole à Laurent. Merci Thomas. Donc moi je me présente, je m'appelle Laurence Gros, je suis gérant de la société Plexis, donc une société de services informatiques présente dans la vallée de l'Arve. Donc forcément la grosse partie de ma clientèle c'est de l'industriel. Et l'industriel aujourd'hui a dû mettre en place plus ou moins rapidement, suivant l'avancement qu'il avait, une grosse partie de télétravail due aux problématiques Covid. Donc le RGPD était arrivé un petit peu avant pour nous sensibiliser sur la protection des données et sur la gestion des données personnelles. Et le Covid nous a rajouté une petite couche là-dessus en disant ben voilà, il y a pas mal de télétravail, donc il va falloir publier un certain nombre d'informations à l'extérieur de l'entreprise, donc plus forcément protégé par les systèmes internes. Donc je vais rester moi un peu plus terre à terre que Thomas. Je vais vous proposer 3 points aujourd'hui que nous on met en œuvre au minimum sur les entreprises pour la protection en cybersécurité. Il y a 3 éléments clés en entreprise, c'est la sécurité interne, la sécurité face aux attaques extérieures et la gestion des données au niveau de la protection, sauvegarde des données qui sont, comme a dit Thomas, des informations qui aujourd'hui ont eu de la valeur et qui ne peuvent pas disparaître comme ça du jour au lendemain quand on chope par exemple un crypto-locker. Sur la partie sécurité interne, je dirais que les points principaux, c'est dans un premier temps créer une charte d'utilisation de l'informatique et de sensibiliser les utilisateurs à ces bonnes pratiques. Mais aussi pour la partie informatique, c'est-à-dire des DSI ou alors des sociétés extérieures comme nous, bien valoriser en tout cas la partie mise à jour offerte par les fabricants, car aujourd'hui, tous les fabricants de systèmes d'exploitation et tous les fabricants même de machines vous offrent aujourd'hui des mises à jour qui permettent en tout cas de corriger les failles de sécurité. Et ma politique sur le sujet est assez sans appel. Il faut absolument passer ces mises à jour pour éviter d'avoir des attaques qui se diffusent très vite sur le web à partir du moment où une faille de sécurité est trouvée sur un système. Le deuxième point qui me paraît super important, c'est quand même d'avoir un mot de passe par utilisateur et un mot de passe fort et individuel. L'accès aux données de l'entreprise avec des informations du genre 1, 2, 3, 4 ou pas de mot de passe du tout pour pouvoir rentrer sur le PC de la qualité ou le PC de la machine qui va permettre de faire le contrôle en 3D, ce n'est pas forcément la meilleure solution et c'est une faille de sécurité importante qui peut entraîner des grosses attaques en tout cas sur le système informatique de l'entreprise. Définir aussi une politique en termes de sécurité sur les machines des utilisateurs et pour moi, définir que l'utilisateur n'a pas de droit spécifique d'administrateur sur sa machine, c'est primordial. Ça peut être pénible à chaque fois qu'on veut installer un logiciel, mais déjà dans le règlement de l'RGPD, c'est bien spécifié aussi qu'aujourd'hui, il n'est pas bon de pouvoir installer un soft sans devoir taper un mot de passe, ce qui fait que si vous chopez un mail avec un crypto-locker dedans ou un logiciel espion,
ça vous demandera des autorisations que vous n'avez pas forcément. Donc, ça vous alertera déjà. C'est le plus important que simplement cliquer sur le lien et puis dire, ben voilà, j'installe sans savoir ce que je fais. Les droits d'accès, par exemple, sur le serveur, c'est la même chose. Les droits d'accès sur le serveur, il faut les limiter. Aujourd'hui, un utilisateur, il doit avoir ses droits d'accès très spécifiques à ses données sur le serveur et seulement que cette partie-là. Il ne doit pas se permettre de se balader n'importe où sur le serveur et d'avoir des droits administrateurs de partout. Même chose que pour précédemment, à partir du moment où une personne va se récupérer un cheval de Troie ou un virus, ça évitera qu'il le diffuse trop sur le serveur et en tout cas, ça évitera qu'il crypte des données qui sont ultra sensibles sur le serveur et ça se limitera à la partie où lui a accès. Sur la partie sécurité interne, il y a un point qui est important, qui est très peu envisagé par les entreprises, c'est le blocage des différents périphériques qu'on vient installer. Effectivement, aujourd'hui, vous avez beau mettre tous les systèmes de sécurité que vous voulez en place, à partir du moment où le gars il se pointe avec une clé USB et qu'il la met sur le serveur, sur le PC, pardon, et qu'elle n'est pas soit bloquée par un antivirus ou bloquée simplement parce que le port est verrouillé administrativement par le poste, ça peut être une grosse faille de sécurité et aussi une fuite de données. Donc moi, j'ai tendance à le faire chez la plupart des clients maintenant pour éviter justement que les données soient soit externalisées sur une clé USB, soit éventuellement qu'un virus soit introduit par ce biais-là. Il faut sensibiliser aussi vos utilisateurs au risque des emails et des sites web. Thomas, tout à l'heure, a parlé de phishing. Ben, on est pile poil dedans. Effectivement, la donnée de l'entreprise étant quand même relativement importante, le problématique du phishing est quelque chose qui s'est vachement diffusé aujourd'hui à cause du Covid, puisque les gens savent qu'il y a du télétravail, on n'a pas l'administrateur système et réseau sous la main, on reçoit des mails un petit peu farfelus, mais qui sont relativement bien limités, et dans lequel il y a soit cheval de Troie, soit une incitation à aller saisir son mot de passe pour sa messagerie ou pour n'importe quel accès au système du système informatique de l'entreprise. Et en fait, les pirates en profitent du fait du Covid et du télétravail pour inonder ce genre de mail des boîtes de tous les utilisateurs. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a sur une journée, on a à peu près 350 000 mails qui passaient sur nos serveurs. Dessus, il y a 85% de ces mails qui étaient des mails un petit peu spam ou frauduleux. Et le mois de septembre, il y a eu une grosse attaque sur la partie de l'État et toutes les mairies, préfectures et sous-préfectures qui ont dû bloquer leur système de messagerie tellement ils étaient envahis de faux mails justement de ce genre-là. La mise en place effectivement d'un antivirus performant et non désactivable, c'est le minimum syndical. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises où on va, on met un antivirus qui est géré en général par nous, avec des alertes qui nous remontent, mais surtout, il est non désactivable par l'utilisateur, parce que c'est facile de mettre un antivirus et dire moi j'ai le meilleur antivirus du monde, sauf que si l'utilisateur fait un petit clic droit, désactiver l'antivirus parce qu'en fait il veut installer un logiciel que l'antivirus n'accepte pas, vous avez perdu l'intérêt de l'antivirus. Ne jamais utiliser son mot de passe de messagerie. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, le mot de passe de messagerie, c'est un petit peu le sésame, parce qu'à chaque fois que vous inscrivez sur un site internet, on vous demande vos identifiants de messagerie et un mot de passe. Si le site sur lequel vous vous êtes inscrit se fait hacker, on a votre mot de passe de messagerie. Si jamais vous vous faites hacker à cet endroit-là sur le site et qu'on vous dit j'ai oublié mon mot de passe et qu'on vous le renvoie dans votre messagerie et que la personne, elle a votre mot de passe, vous êtes coincé. Donc c'est vraiment un mot de passe qu'il faut mettre à part de tous les autres.
il ne faut pas utiliser ce mot de passe de messagerie pour se connecter sur n'importe quel site. Et il faut stocker tous les mots de passe que vous utilisez dans un logiciel crypté, car le RGPD le dit aussi, il ne faut pas stocker les mots de passe dans un fichier Excel ouvert au cas de vent sur le serveur et que tout le monde y ait accès. Le Wi-Fi de l'entreprise est un point aussi qui peut être une porte d'entrée pour les hackers, donc évitez de donner le mot de passe du Wi-Fi quand vous avez un fournisseur ou un client qui vient chez vous. Il faut avoir absolument un Wi-Fi public qui donne accès qu'à Internet et limité, et le Wi-Fi privé qui permet aux ordinateurs portables de l'entreprise de se connecter doit lui être sur un Wi-Fi séparé avec un mot de passe complexe et de préférence bloqué sur les appareils de l'entreprise. Il faut éviter que n'importe qui vienne avec son iPad, son iPhone, son Android se connecter sur le Wi-Fi de l'entreprise parce que le réseau, le mot de passe est trop facile ou il était diffusé par tout le monde. La sécurité aujourd'hui face aux attaques de l'extérieur, j'aurais tendance à dire que bon, le minimum, c'est de mettre une protection des attaques type firewall. Aujourd'hui, dans toutes les sociétés sur lesquelles on travaille, on met forcément toujours un firewall qui vient protéger les attaques de l'extérieur. Alors après, sur la partie firewall, on peut aussi intégrer à l'intérieur du firewall des filtres de sortie pour éviter que les gens aillent sur n'importe quoi, et des filtres aussi d'entrée pour filtrer la partie virus et autres intrusions sur le réseau. La partie messagerie est forcément le point clé d'entrée des pirates, puisqu'aujourd'hui, une grosse partie des pirates utilisent ce vecteur. Il est bon d'avoir une messagerie soit filtrée via, comme vu au-dessus, par le firewall, ou soit effectivement un fournisseur de messagerie qui vous filtre avant que ça arrive chez vous les virus. Aujourd'hui, il y a pas mal d'options qui est possible de ce côté-là et qui évite qu'on s'occupe de cette partie-là. En tout cas, il y a un premier filtre en amont, et ce qui est quand même plutôt intéressant, vu que c'est, comme je vous l'ai dit, le premier vecteur d'accès des pirates. On en arrive à la partie télétravail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Le Covid a mis tout le monde en télétravail. Donc, on a fait quoi? On a vendu des ordinateurs portables à l'appel. Et les ordinateurs portables à l'appel, le problème, c'est que les gens voulaient se connecter sur le système informatique de l'entreprise. Comment fait-on quand on est chez soi? Soit on publie les informations sur l'extérieur, mais ça présente un risque énorme. Mais soit le plus intelligent, c'est de faire du VPN, c'est-à-dire d'une connexion scriptée sécurisée entre le PC portable et l'entreprise, pour éviter justement les attaques sur les serveurs qui sont publiés directement en externe, puisque 9 fois sur 10, les attaques, c'est des robots, et les robots, ils ont juste à se balader sur les réseaux et choper les ports qui sont ouverts. Donc, le VPN limite fortement ça, et c'est vraiment nous ce qu'on met en place chez tous nos clients. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un ordinateur portable fourni par le travail, ou alors que les livraisons n'ont pas pu être faites à temps, le télétravail s'est fait sur le PC du domicile. Et là, c'est un peu une cata, parce qu'effectivement, le PC de domicile n'est pas du tout fait pour être connecté au système informatique de l'entreprise. Donc, il n'y a souvent pas d'antivirus. La connexion VPN, faut la rajouter parce qu'elle n'y est pas. Ce n'est pas quelque chose qui est du tout managé par le DSI ou par la SS2I qui gère l'entreprise. Du coup, vous rajoutez une espèce de patte extérieure à votre système informatique qui permet aux pirates de rentrer, parce que sur l'ordinateur personnel, vous ne savez pas ce qu'il y a eu. Est-ce que quelqu'un a fait du téléchargement illégal et qui a récupéré des virus ou autre? Et en plus, si on le connecte au VPN, ça nous crée une porte d'entrée sur l'entreprise qui est juste énorme, comme si en fait on disait aux pirates, venez, le serveur est ouvert, servez-vous. C'est pour ça qu'en vous connectant en VPN, maintenant il y a pas mal
de connexion VPN fait par les firewalls qui filtrent toute cette partie virus au moment de la connexion VPN. Et ça limite en tout cas une partie. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Moi, je suis partisan de dire qu'il faut absolument un PC d'entreprise, un PC managé, un PC géré par la société d'informatique qui va vous permettre de vous connecter à l'entreprise et pas utiliser les PC personnels. Une alternative effectivement à ça, c'est de se connecter avec des outils de prise en main à distance. C'est ce qui s'est passé pas mal pendant le confinement. On a pas mal de clients qui sont connectés avec des outils type LogMeIn, TeamViewer ou autres. C'est pareil, ces outils sont relativement limités quand même, mais permettent en tout cas de faire le job sans avoir une patte extérieure aussi prononcée que la connexion avec un PC personnel et un VPN. Pour la partie, je dirais, attaque, c'est à peu près les recommandations que moi j'aurais. Pour la partie sauvegarde, les données, comme vous a dit Thomas, sont quand même relativement importantes et aujourd'hui ne peuvent pas être complètement détruites sous peine que l'entreprise dépose le bilan ou soit complètement aveugle sur ses prochaines commandes, c'est pour sa facturation et autres. Donc, il faut penser aujourd'hui à des sauvegardes régulières avec un stockage relativement un minimum de 15 jours. Nous, on met en général, et c'est vraiment le minimum. Aujourd'hui, on a des outils de backup qui sont extrêmement performants, extrêmement efficaces, qui permettent de sauvegarder même ne serait-ce qu'en continu, voire toutes les 10 minutes ou ainsi de suite, avec des points de restauration forts qui permettent aujourd'hui, si on a récupéré un CryptoLocker par exemple, puisque c'est un peu la bête noire du moment, de revenir en arrière sur le serveur, puisque les CryptoLockers de première génération cryptaient juste les données, et les CryptoLockers de deuxième génération cryptent les données, plus maintenant ils cryptent les clichés instantanés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les snapshots. Et maintenant, les CryptoLockers de troisième génération ont tendance à essayer aussi de récupérer, de crypter les sauvegardes. Donc, un système de sauvegarde externalisé peut être mis en place, ce qui peut être relativement intéressant. En général, dans un data center sécurisé. Donc, pour ceux qui ont peur du vol de données, les données qui peuvent être envoyées dans le data center peuvent être cryptées. Ces données, elles sont stockées en général sur un ou deux data centers en redondance et elles permettent, en cas de vraiment gros soucis d'attaque sur l'entreprise, puisque ce qu'on a aujourd'hui le plus, c'est quand même du CryptoLocker. Et le CryptoLocker touche à l'aveugle, puisqu'en fait, c'est des robots qui renvoient tout un tas soit de mails avec des pièces jointes et des virus dedans, ou alors des attaques ciblées sur des ports, en général le port RDP, le port TSE, le port Citrix, tous ces ports d'accès depuis l'extérieur. Et le backup externalisé, il permet aujourd'hui, si vraiment on est complètement à l'arrêt parce qu'on a été hacké sur tout le système informatique, de revenir dans un état initial assez rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, c'était à peu près tout sur la sauvegarde régulière des données non accessibles directement par vos serveurs ou vos PC. C'était simplement une information pour vous dire que comme les CryptoLockers de troisième génération recherchent les backups, il est bon que le serveur ou le PC n'ait pas accès directement au système de backup, mais ça soit bien le système de backup qui, lui, vienne chercher les informations pour éviter justement ce cryptage de données. Voilà en gros ce que nous, on a mis en place sur les clients de la vallée pour limiter les attaques par rapport au virus, limiter la perte de données et le risque par rapport au RGPD, et limiter aussi les accès intempestifs par rapport au télétravail. Voilà si vous avez des questions. Merci Laurent pour cette intervention. Merci aussi à Thomas.
Voilà, si l'un d'entre vous a une question, je vous invite à prendre la parole ou vous pouvez toujours poser une question dans le chat. Alors, je vais juste en profiter, je vais reprendre la main et pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, vous présenter juste rapidement un dispositif de la région. Hop, juste animer, voilà, mettre en plein écran. Le dispositif Ambition Industrie du futur de la région qui permet un accompagnement des entreprises sur différents volets de l'industrie du futur sous forme de conseils d'expertise. Et parmi les dépenses éligibles, on retrouve la cartographie des systèmes d'information et aussi tout le volet stockage de données, cloud, cybersécurité. L'aide, c'est une prise en charge de 50% de la consultation sous forme de subvention versée directement à l'entreprise par la région, plafonnée à 7 000 € par entreprise. Donc l'entreprise peut faire appel sur différents volets jusqu'à un montant de subvention maximal de 16 000 €. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter sur ce sujet puisqu'on est ambassadeur du dispositif, donc on peut vous accompagner sur la fiche d'intention. C'est un dispositif qui se met en place très rapidement. C'est quelques jours pour le déclencher. Donc, on est à votre disposition. Voilà, je vais laisser la parole si quelqu'un souhaite poser une question en direct. Juste pour information, dans le chat, là, je voulais vous rajouter. Tac. Il y a un lien qui est super intéressant. C'est un lien qui est publié par l'ANSSI, qui s'occupe de la cybersécurité en France. Donc, c'est l'Agence nationale pour la cybersécurité informatique. Et en fait, il y a un petit MOOC en fait, qui explique tous les points de la cybersécurité, ce qu'expliquait Thomas tout à l'heure sur tous les ensembles des appareils connectés, donc thermomètre, téléphone portable, tout le Wi-Fi à la maison, les caméras de surveillance et ainsi de suite. Et en fait, c'est assez bien fait et ça vous informe, ça vous apprend et ça vous fait même un petit cours sur la sécurité informatique avec un petit diplôme à la fin. C'est pas mal fait, c'est 5 modules intéressants, quoi. Si personne n'a de questions, je ne sais pas si on peut le faire, mais est-ce qu'on peut inverser la chose et demander aux gens qui sont présents qui, dans les entreprises qui sont là, ont mis en place le RGPD? Est-ce qu'il y en a qui ont mis en place le RGPD et qui peuvent juste en témoigner 15 secondes pour nous dire quel a été leur sentiment en interne dans leur entreprise? Alors, soit il n'y a pas de volontaire, soit personne n'a mis le RGPD en place. 2 ans après, c'est un peu embêtant. Je veux bien en parler, Vaudeville Sébastien, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, bonjour. Bonjour, d'ailleurs je peux activer ma caméra. Donc on est une société en phénol Socapex, on fabrique de la connectique. Et puis nous avons, donc moi je suis directeur d'un département de ce qu'on appelle simplification et digitalisation, qui va regrouper les bases de données, aussi bien ERP, PDM, la partie développement, la partie IT et la partie qualité système. Donc voilà pour vous donner le périmètre. Et puis il y a 2 ans, en effet, on est rentré aussi dans le sujet RGPD. Ça a été plutôt bien pris. Moi, j'ai suivi quelques formations à l'époque. Il y en avait plein autour de qu'est-ce que c'était les RGPD et comment l'aborder. Je crois qu'on l'a abordé d'une façon, on a essayé light, ça n'a pas été contraignant. Et puis, ça nous a permis déjà de faire du tri dans nos données. Avant tout, ça nous a allégé, fluidifié certaines parties. Et puis, ça nous a permis aussi de renforcer, je pense, la sécurité de ces dernières. Voilà, en quelques mots. Au global, positif. Oui, positif. D'accord.
positif. Est-ce que vous en avez profité pour voir les données que vous aviez qui étaient des données qui pouvaient être intéressantes et dont vous ne faisiez rien ou vous ne les utilisiez pas assez pour essayer de penser sur un petit peu plus sur… Alors, vous êtes dans une entreprise qui doit être très digitalisée, mais pour l'intégrer un peu plus dans votre modèle d'affaires, est-ce que ça a été l'occasion ou pas? Alors, les données, j'allais dire, en interne, quoi, c'est surtout la donnée client finalement. C'est de celle-ci que vous me parlez. Comment on a… Pas forcément, parce que en fait, vous pouvez, quand vous avez de la donnée, qu'elle soit personnelle, machine, objet, vous pouvez l'utiliser de deux grandes façons. Soit vous l'utilisez pour optimiser vos process internes. Donc, vous allez, moi j'ai un client, c'est pour réduire ses faux, sa production, ces objets qui sont de mauvaise qualité. Donc, on va aller récupérer plein de data pour travailler là-dessus. Ou alors, ça va être pour personnaliser, et là, ça peut être vers l'extérieur ou en interne, pour personnaliser votre produit. Donc, pour faire un produit qui va être toujours plus proche du besoin de votre client. Donc, on a souvent ces deux cas-là, en fait. Donc, ça peut être interne ou externe. Dans votre cas, ça peut être tourné tout à fait vers l'intérieur. Non, on n'a pas eu cette démarche-là parce qu'on n'a pas non plus de données produits. On n'a pas de notre connectique, elle n'est pas non plus on collecte pas de la donnée de notre connectique. Donc, on n'a pas fait évoluer, on va dire, un produit par rapport aux données qu'on pouvait avoir là-dessus, ou d'utilisation. D'accord. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Là, ça ne s'est pas trop mal passé, donc c'est plutôt positif. Puis vous l'avez adapté à votre entreprise parce que vous avez dit que vous avez fait quelque chose de relativement light, mais vous êtes mis en conformité, donc c'est plutôt bien d'avoir équilibré votre action par rapport au risque potentiel. Après, j'ai pas cette prétention de savoir si on est, voilà, si on a atteint les 100% de conformité. La démarche elle a été là, en tout cas. 100% de conformité n'existe pas. C'est juste ce qui vous paraît cohérent par rapport à vos moyens et à vos besoins. Exactement. Okay. Et je rejoins, en tout cas, juste sur le sujet de la sécurité informatique, je rejoins complètement les points qui ont pu être soulignés autour de la sécurité. Et moi, en termes de backup, on me demande même, quoi, au niveau d'organisation siège, d'avoir des backups complètement off-site et offline, de complètement déconnectés en fait du réseau interne. De toute façon, en général, pour les backups aujourd'hui, et j'ai encore une demande cet après-midi, il y a une grosse demande qui est faite par rapport à la qualité. Donc ceux qui passent les normes ISO aéronautiques ou autres, et les compagnies d'assurance demandent de plus en plus aussi cette partie de backup externalisée, limite offline d'ailleurs, pour justement continuer à assurer et faire un plan de reprise d'activité qui soit décent, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, Laurent, qui se développe et où il y a une prise de conscience, c'est sur la résilience des entreprises et sur le fait de dire qu'il faut se protéger, mais qu'à un moment ou à un autre, le risque surviendra, se réalisera. Et donc là, il faut permettre à l'entreprise de pouvoir continuer à travailler, même en mode dégradé. Et ça se pense très en amont, à la fois avec des savoir-faire informatiques, mais aussi des savoir-faire métiers, pour voir où est l'information intéressante, comment on peut la gérer quand le système tombe, comment on peut continuer à travailler, parce que les pertes d'exploitation, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu qui est énorme, que les assureurs couvrent de moins en moins. Et donc, avoir cette capacité de laisser votre entreprise résiliente avec les bonnes données toujours accessibles sur du backup externe, sur d'autres systèmes qui sont mis en place, ça peut être évidemment des bonnes solutions. Ouais. Et aujourd'hui, même des spécialistes de la sécurité comme Sopra Steria ont quand même réussi à choper un CryptoLocker le mois dernier. Et ils ont fait une grosse communication sur le sujet d'ailleurs. Et eux qui gèrent pas mal de systèmes bancaires et autres étaient quand même très très embêtés par rapport à ça. Le backup, s'il est touché, c'est très très grave. Donc c'est vrai que le backup externalisé et crypté dans un endroit extrêmement sécurisé, c'est quand même
un minimum aujourd'hui par rapport à ce fléau qui est le ransomware, et il y en a un toutes les 14 secondes aujourd'hui. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça n'arrive pas aux autres. Pour aller dans le sens de Laurent, si personne n'a de questions autres, moi je rebondis sur ce qu'il vient d'être dit, mais si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit avant, n'hésitez pas, soit par le chat en direct. Il y a un élément qui est assez intéressant sur tout le risque qui est lié au phishing, qui représente, je crois que l'ANSSI avait sorti une stat comme quoi 98% des attaques en volume passaient à un moment ou à un autre par du phishing, c'est-à-dire qu'en gros, c'était un de vos salariés qui permettait au virus d'entrer dans votre entreprise, malgré tous les efforts que vous aviez fait avant, et que donc il fallait investir beaucoup sur l'humain. Et aujourd'hui, il y a des sensibilisations qui marchent assez bien, qui sont pas très très chères. Je ne sais pas si Laurent les connaît et s'il les utilise. Moi, je les propose souvent à mes clients, des sensibilisations avec des fausses attaques en phishing, des faux mails de phishing qui sont envoyés, où on arrive à voir qui. Alors, il y a des formations d'abord. On arrive à voir qui va cliquer sur le lien. Après, quand la personne a cliqué sur le lien, on lui explique si elle l'avait fait et que ça avait été un lien qui avait été avec un virus, il aurait pu mettre l'entreprise en danger. On met des formations derrière, il y a des stats qui sortent. On peut même faire des petits concours entre agences ou entre filiales, et ça marche assez bien. Et on voit, au bout de 2-3 mois, on voit le taux de clic qui baisse. Par contre, dès qu'on arrête, le taux de clic remonte. Donc, c'est un combat sans fin. Mais en tout cas, investir sur vos salariés, c'est sûrement le meilleur euro investi pour commencer, parce que c'est par là que les problèmes commencent souvent. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Laurent, mais je trouve que c'est assez efficace. Alors moi, je suis assez d'accord avec Thomas, parce que tous les systèmes antivirus, les meilleurs du monde, tous les systèmes de blocage, les firewalls, tout ce que vous voulez, il n'y en aura jamais un qui sera à 100% sûr. Il n'y a que le cerveau humain qui permet à un moment donné de dire là, je suis en train de faire une connerie, ou là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si jamais, par hasard, vous avez fait l'erreur, surtout n'hésitez pas à appeler le service informatique, le DSI, ou la direction, ou la société de service qui vous suit, le plus rapidement possible, parce que plus vite vous réagissez, plus vite ça va être géré comme une crise, et ça va être moins grave que si vous attendez trop. C'est clair. Bon, je ne sais pas si d'autres ont un petit peu de temps pour témoigner et dire ce qu'ils ont fait en matière de RGPD. Ça serait intéressant, mais si vous n'avez pas la main ou vous ne connaissez peut-être pas le sujet dans votre entreprise, n'hésitez pas. Ok, ben on va rendre la main, Tiffaine ou Karine, je ne sais pas. Oui, merci à tous les deux. Je vais rallumer ma caméra. Hop. Merci beaucoup pour l'intervention ce soir. C'était intéressant. Je pense qu'on avait pas mal de gens techniques qui étaient présents, donc le sujet les aura particulièrement intéressés. Donc on vous transmettra à tous la présentation ainsi que les coordonnées des intervenants. Et on vous rajoutera l'information sur le dispositif d'aide en cours de la région pour ceux qui seraient intéressés par une démarche de conseil sur ces sujets-là. Donc, nous vous remercions tous. On vous souhaite une bonne soirée et on vous donne rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, pour un autre webinaire jeudi prochain sur le sujet du biomimétisme à travers l'innovation dans l'industrie. L'invitation partira demain matin, donc je vous invite à en prendre connaissance et si ça vous intéresse, à vous inscrire au prochain webinaire de la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Karine. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Au revoir, merci. Bonsoir.